Non, ça, il n'y a pas une grande confiance en eux. Dans la mesure où son père et son oncle se sont affrontés dans son enfance, que son père a été vaincu et qu'il a été en fait exilé avec sa mère sur ordre de son oncle, que ça n'est que tardivement, qu'après avoir passé pour mort, son oncle a fini par la mettre à sa cour. En fait, il est présent chez des ennemis. Et aux yeux des gens, aux yeux des compagnons de son oncle, il est le fils de l'ennemi. Donc la confiance ne règne pas du tout entre eux. Il finit par s'imposer parce qu'il respecte les codes de l'époque et puis parce que son oncle, en fait, le protège, finit par décider de le protéger pour des raisons qui sont des raisons en fait très personnelles, puisqu'en fait il manque à l'oncle de Bellovèze, au roi Ambigate, il lui manque son meilleur ennemi, le seul homme avec qui il pouvait se considérer d'égal à égal, sachant que tous ceux sur lesquels il règne, en tout cas jusqu'au moment de chasse royale, sont devenus ses sujets, et par conséquent il n'a plus avec eux des rapports humains. Il espère retrouver chez ce neveu l'équivalent de l'homme qu'il a affronté jadis. Donc en fait, tous les rapports sont faux, surtout dans une société traditionnelle. Tous les rapports sont faux dans l'entourage du roi, dans l'entourage de Bellovèze. Bellovèze est un peu en marge, du coup. Lui-même, alors ça va se développer dans la suite, hein, les hommes qu'il finit par attirer à lui sont des hommes qui sont eux-mêmes un peu marginaux. Dans la société celtique, on en parle un tout petit peu, dans la société celtique, on prend grand soin de son apparence, la beauté est valorisée, la laideur est dévalorisée, la laideur est suspecte. Dans la mesure où l'un des grands pouvoirs des bardes, c'est de chanter la satire et une sorte de malédiction, hein, qu'on chante en face de celui qu'on va maudire. Et le premier effet de la satire, c'est d'en médire. Le personnage qui est satirisé, Bellovèze a parmi ses hommes un géant abominablement laid. Il a un porteur de bouclier qui est Couard. Et ce sera développé par la suite. Le troisième homme qui forme sa triade guerrière est un type qui est très cruel, qui est même, que nous on appellerait un psychopathe. Hein. Donc tout est marginal. Hein. Il est marginal lui-même, les hommes qui l'entourent sont marginaux dans cette société, donc la confiance ne règne pas du tout, et lui-même ne sait pas très bien quel camp il faut choisir. Hein. C'est effectivement un des grands enjeux finalement de savoir, est-ce que peut-être finalement le camp de Bellovèze, c'est pas Bellovèze lui-même? Oui, c'est ça. Ce qui m'intéresse en fait, justement, dans la construction du héros, le héros, c'est quand même celui qui affirme son individualité. Et c'est celui qui, en tant qu'individu, va être le fondateur de quelque chose, le porteur de valeurs ou le fondateur d'une identité. Or, ce personnage-là, il est dans une société traditionnelle où on se définit en fonction du groupe, du sang, du clan, de la lignée, et pas en fonction de l'individu. Le fait qu'il soit complètement marginalisé, ça l'amène effectivement, alors même si là il hésite encore sur le clan à suivre, ça l'amène petit à petit, dans la douleur et dans la guerre, à construire son individualité. Pierre Pével, Lorn, on l'a dit, c'est un personnage qui a choisi d'être dans le système, si je peux dire ça de cette manière, pour pouvoir assouvir, et peut-être même, pourquoi pas le faire écrouler de l'intérieur, d'une certaine manière. C'est là encore quelque chose d'assez classique en soi, mais c'est intéressant de voir justement comment on peut retourner finalement contre un pouvoir ses propres armes. Bah, c'est la théorie qui veut qu'on ne peut pas détourner un avion sans monter dedans, quoi. Donc, en principe, c'est aussi une manière de. Il y a le héros détourne les pouvoirs qu'on lui donne et corrompt les responsabilités qu'on lui confie dans une ambition qui est personnelle. Bon, alors il se trouve que c'est également en faisant un peu ce qu'on lui demande de faire qu'il va pouvoir obtenir l'influence qu'il veut. Il sait qu'il doit jouer un peu la comédie, mais il a, comme en belle expression anglicisée, son propre agenda qu'il poursuit. Et il va s'employer en effet à... lui, on l'a quand même mis en tôle pendant... À la base, c'était pour toute sa vie, on l'en tire au bout de quelques années, dans une prison... infernal presque au sens propre, puisqu'il a été soumis à des influences obscures et maléfiques.
assez logiquement, quand bien même on vient vous expliquer que vous avez un destin et que ce destin est de sauver le monde, je pense que quand vous sortez de cet endroit-là, vous avez de légitimes reproches à faire à 2 ou 3 personnes. Et en gros, il en a assez logiquement gros sur la patate et il veut se venger ou il veut au moins comprendre. Bon, il y a quand même une petite ruse qui est révélée à la fin du volume, mais globalement, oui, il est dans une dynamique de vengeance qui est très, c'est très Monte Cristo, quoi. Il se doute aussi bien qu'on l'envoie au casse-pipe quand même, donc finalement il n'a pas grand-chose. Ben oui, parce que c'est assez amusant, parce qu'en entendant mes petits camarades causer de leur héros, je me disais qu'on avait quand même mis en scène une sacrée bande de gars qui ne sont pas les rois du bal, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Parce que mon lord est guère plus populaire, puisque entre ceux qui disent on l'a pas mis en prison pour rien, ceux à qui il commence à piquer le boulot, et ceux qui se disent on sait quand même un peu à cause de nous qu'il a été jeté en prison, il est possible qu'ils veuillent se venger. Autour de lui, il n'a pas que des copains, quoi. Donc lui aussi, il est au niveau social, il connaît pas beaucoup de blagues, il n'est pas très adapté à ce milieu-là. Donc oui, c'est quand même plutôt un héros solitaire. Mais ça aussi, ça va, blague à part, ça va aussi avec une dimension tragique du héros que j'aime bien, et en particulier du héros qui poursuit une vengeance. Le thème même du héros qui poursuit une vengeance, c'est qu'on sait que, il y a un proverbe chinois qui dit que si tu veux te venger d'un ennemi, creuse 2 tombes. Parce qu'on s'y perd, quoi. La destinée est forcément tragique au sens propre, c'est-à-dire qu'on sait dès le début que tout ça va très très mal finir pour à peu près tout le monde. Si on sort de prison, c'est pas juste pour lui faire une fleur.